On est assez bon à suivre, voire dépasser les AlphaTauri, à matcher leurs performances. On devrait pouvoir arriver à conserver cet écart, mais ça va être tendu, toute l'équipe le sait. C'est loin, certes, de leurs objectifs annoncés, hein, cette 5e place, mais il y a encore une lutte, et effectivement, s'ils sont réguliers, souvent dans les points, ça peut tenir. Ça peut tenir, ça serait chanceux, ça peut tenir. L'objectif, il est là, il finit à 5e au championnat, essayer de bien préparer l'année prochaine et essayer enfin d'être un peu plus présent devant l'avant-scène, quoi. Alors les pilotes ce matin ont fait quelques petites excursions hors piste, vous l'avez vu, hein, notamment Charles Leclerc et Sergio Pérez, mais aussi Lewis Hamilton et Kimi Raikkonen. Une excursion hors piste qui a été réprimandée parce qu'ils n'ont pas pris le bon chemin pour leur retour en piste. Franck, il faudra faire attention à ça dans la deuxième séance. Il faut faire attention à ça tout simplement parce qu'on n'a pas le droit de revenir sur la piste au virage numéro 2. C'est 1, 2 et 3. Ici les virages c'est un enchaînement. Il faut impérativement ressortir au niveau du numéro 3 à la fin, à la toute fin, donc très très au large. Donc franchement le plus simple c'est d'éviter de louper les freins et de passer tous les virages correctement. Oui, bien sûr, voilà ce qui à charge des pilotes cet après-midi, de faire attention bien sûr, et puis de aussi un petit peu comprendre les détours de cette piste qui a été très poussiéreuse ce matin. On espère que ce sera un petit peu moins compliqué pour les pilotes cet après-midi. La deuxième séance d'essai libre va donc débuter dans un petit peu moins de 3 minutes. Julien Febvre, Jacques Villeneuve vous retrouve au micro. Beaucoup de plaisir à vous entendre. Et Franck, un petit tour du côté de quoi? Vous allez en piste, vous allez sur la piste? Je sais pas, je vais réfléchir, peut-être faire les deux. Oh, vous avez l'embarras du choix, c'est génial. Allez, à tout à l'heure. Et bien voilà, on va tous se mettre en place et prendre position, que ce soit dans l'arène ou devant vos écrans, pour passer cette belle fin de soirée tous ensemble. D'ici quelques instants, les pilotes vont pouvoir reprendre la piste. On va voir le niveau de poussière qui lève. Je voulais savoir si la poussière était retombée. Alors retombée une partie, mais à quel point vous étiez? Où est-ce qu'elle s'est envolée? Toujours de la poussière sur ce circuit, il faut mettre un coup d'aspirateur. Hello. Hey Michael, sorry, the guys are asking me about turn 12. Yep, so there is, it's all been cleaned up as much as possible, but we'll just leave the slippery surface out for the first couple of laps. I must have missed something in the support race. Yes, support race, there was a oil dump in that vicinity. Ah, thank you. So it's all been cleaned up as much as possible, but we'll just leave it out there just so everyone's forewarned. Copy that, thank you. Ils ont mis de l'huile sur la piste pour absorber la poussière, c'est sympa. Il y a eu une course de support, de soutien, qui a déversé de l'huile entre les virages 10 et 12. Et donc petit échange entre la passerelle de commandement Red Bull avec Jonathan Whitley d'un côté du talkie, on va dire, de la radio, et Michael Masi qui donnait donc des explications sur l'état de la piste à cet endroit-là que les pilotes vont rencontrer d'ici quelques instants. La poussière, oui, c'est la première chose qui nous a choqué, marqué au moment où les monoplaces ont pris pour la première fois la piste ici à Mexico City lors de la FP1. Énormément de poussière partout sur la piste. Alors sur la trajectoire, un petit peu moins au fil des passages, hors trajectoire. Des pilotes se sont fait piéger. À basse vitesse, à très basse vitesse. Très faible vitesse. À la sortie de ce stadium, immense stadium, qui par 2 fois déjà a pu acclamer les titres de Lewis Hamilton. Il ne pourra pas être champion du monde ce week-end, ni même Max Verstappen. Espérons, dans l'intérêt du sport, que cette lutte perdure jusqu'à l'ultime rendez-vous de ce championnat. Ce sera à Abu Dhabi à la mi-décembre. Et d'ailleurs à ce sujet, Toto Wolff, le patron de Mercedes, disait ça pourrait se terminer entre Lewis Hamilton et Max Verstappen à la Prost Senna par un accrochage. Peut-être que cela pourrait arriver. Qu'en pensez-vous, Jacques? Que c'est fort probable. Ah oui, vous en êtes au fort probable. Oui, parce qu'aucun des deux pilotes n'a envie de lâcher le morceau. Ils sont vraiment diamétralement opposés, ils sont très différents. Les deux sont très rapides. Au moins une 18 sur cette séance, sûrement. Ouais. Même en dehors de la voiture, est complètement à l'opposé. Et donc, le clash pourrait être inévitable une nouvelle fois. Voilà, pratiquement. Surtout qu'ils sont souvent ensemble à se battre sur la piste. Clairement. Alors voyons dans un premier temps, avant la confrontation pour le titre mondial, ce que la piste a à nous offrir en ce début d'après-midi. Il est 15 h à Mexico, 22 h heure française. Bonne soirée, soyez les bienvenus sur l'antenne de Canal+ décalé pour vivre ce 18e rendez-vous de la saison. L'état de la piste a l'air quand même meilleur, même si la monoplace pour l'instant de Kimi Raikkonen est sortie à faible vitesse. Le passage hors du garage et dans la voie des stands
des différents pilotes, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, la Ferrari de Charles Leclerc, 2 batailles derrière celle pour les titres mondiaux pilotes et constructeurs, 2 batailles au championnat constructeur. On en a parlé à l'instant avec Margot et Franck. McLaren face à Alpha Tauri, là il y a 10 points qui séparent pour la 5e place l'équipe française de l'équipe italienne. Avantage bascule. en performance pure et au regard notamment du classement de la FP1, avantage à Alpha Tauri pour l'instant, 5e de ce classement. Fernando Alonso n'était pas très loin à la 7e position, mais là aussi la tendance, on parle bien uniquement de tendance, donnerait plutôt les faveurs de la place au championnat à Alpha Tauri. Il reste tout de même 10 points à combler si Alpha Tauri veut récupérer cette 5e place au championnat à Alpine. Des procédures de départ, sortie de voie de stand. Sur la première séance d'essai libre tout à l'heure, les pneus majoritairement utilisés ont été les pneus durs et les pneus tendres. Au milieu, le médium a été un petit peu moins utilisé. Daniel Ricciardo en a passé. Quelle foule sur ce circuit! Également George Russell et Mick Schumacher. Le pneu tendre tenait, les pilotes étaient capables de faire 3-4 tours très rapides. On a vu l'état aussi dans lequel rentraient les pneus. Franck nous les a montrés. Ils ont quand même pas mal souffert de grille sur la première. Ils n'étaient pas beaux, mais ils restaient compétitifs. Donc c'est étrange cette situation. J'imagine que l'asphalte est très poreux, mort dans le pneu. Et donc même avec de la poussière est sous les pointes de l'asphalte, donc l'adhérence est là. Par contre on voit cette poussière bien relevée. Il suffit de se rappeler de la Turquie sous la pluie, où la piste était restée humide mais avait beaucoup de grippe parce que l'eau était sous les pointes de l'asphalte. Et ces pneumatiques qu'il faut parvenir à plaquer au sol. On a les drapeaux lumineux, là ce sont des diodes, mais orange et jaune, qui indiquent aux pilotes que la zone est glissante, liée à ce qui s'est passé sur la course de support. Oui, les pilotes se gênent là. Oui, là c'est l'embouteillage dans le stadium. Ça donne aux spectateurs qui remplissent quasiment maintenant intégralement ce stadium la chance de les voir à toute petite vitesse. Alors chacun il va. Alors non, pas d'image du coup, ici, parce que droit d'auteur du coup. Pour éviter un contact, à court-circuiter la chicane. On se répétera jamais assez. Bien trouver sa position aussi, du drapeau ils sont pas supposés rouler à une vitesse minimale. Je suis dans le gage, je marche de dingue, ma jambe me gratte, je tiens pas en ne pas place. rouler de manière erratique, c'est le mot utilisé dans le règlement sportif. Eh oui, c'est insensé. Ils n'ont pas tous sortir en même temps. C'est simple. Je vous laisse lui le dire. On en voit quand même au loin de la poussière être levée. Chacun essaye d'entamer avec le plus d'espace possible son tour. On sait que l'idéal, c'est 6 à 7 secondes d'écart entre deux voitures si vraiment on ne veut subir aucune perturbation aérodynamique avec la monoplace précédente. Oui, et même à 6 secondes, il y a une mini-aspiration dans la ligne droite. Là, ce qui est compliqué lorsque les voitures sont au ralenti de la sorte, c'est qu'ils ne chauffent pas leur gomme comme il le faut pour entamer le tour. Et notamment en qualification, c'est un décompte que le pilote reçoit à la radio, lui, seconde après seconde. Plus il laisse se creuser l'écart, bien plus l'ingénieur décompte 3 secondes, 4 secondes. Regardez, Hamilton, c'est mort, son tour est terminé. Il est revenu dans le trafic, notamment sur Kimi Raikkonen. Et ce premier tour en gomme dure ne va pas lui être d'une grande utilité. Kimi Raikkonen aussi avait dû arrêter son tour pour le trafic devant lui, donc tout le monde, ça sera sur un deuxième tour. De toute façon, avec la gomme dure, le premier ou deuxième tour, les pilotes peuvent se permettre de faire 2 tours. Il va se poser à nouveau le problème du stadium. Alors là, il va laisser s'échapper des pilotes, laisser passer également Sergio Pérez, qui avait, semble-t-il, lui déjà entamé son tour. Il a un demi-tour, quasiment 3/4 de tour d'avance sur Hamilton. C'est passé. Il est arrivé Mach 12, Carlos Sainz là. Oui, donc Lewis Hamilton avait déjà décidé d'abandonner son tour et il voulait laisser passer la Ferrari. Ça peut conduire à des situations dangereuses. Oui, parce que le différentiel de vitesse est énorme et souvent les pilotes ne savent pas si un autre est sur un tour lancé ou non. La fin du tour donc de Sergio Pérez. Ah non, c'est son tour de lancement. Alors, il a... Non, il a fait son tour, mais voilà, une 19.5. Mais il y avait du trafic et donc c'était pas un tour très impressionnant. Meilleur temps à Verstappen, Tsunoda, Pérez. 3 moteurs Honda aux 3 premières positions. On parlait de cette altitude qui rend difficile le plaquage des déjà une 18. Tu disais ça va descendre en 18, mais tout à l'heure ils ont déjà descendu en 18 au maximum façon Monaco, mais difficile. Ah oui, en moins d'une 18. Sur le pneu ah bah oui, du coup là je pense qu'on va atteindre les 17 assez facilement. La piste est pourtant surchauffée à 43 degrés maintenant au sol. Ça devrait être assez rapide. Degrés dans l'air. Pierre Gasly, très belle entame de week-end avec sa 5e place tout à l'heure en FP1.
Et Franck Montagny, vous êtes en train de vivre la ferveur du public, notamment lorsque d'ici quelques instants, Sergio Pérez va rentrer dans ce stadium. Il sort des virages 10 et 11. Et je peux vous dire que Norris, quand il dit qu'on les entend pas, je suis pas d'accord avec lui une seule seconde, parce que moi je vous entends bien, j'ai bouchon également d'oreilles comme les pilotes. Il arrive. Et je peux vous dire que lorsqu'il arrive, vous pouvez voir les drapeaux qui vont se lever. D'ailleurs, il y en a un peu partout, énormément de monde ici. Je pense que vous l'avez entendu aussi bien de moi. Ouais, très bien. Qui se met debout ici, c'est juste un truc de dingue. C'est une vraie Possible, oui, j'attendrai la fin des essais 3, comme d'habitude, pour pronostiquer. Enfin, le début des qualifs, juste avant. Il s'est passé quoi côté Raikkonen? C'est une idée. Bah, il a juste coupé dans l'herbe à la première séance, et du coup il s'est pris une réprimande comme Hamilton d'ailleurs. Rien de particulier. Celui que la Formule 1 nous propose cette année de vivre avec ce duel, entre autres. C'est pas la seule belle histoire de ce championnat, mais c'est vrai que ce championnat est ô combien haletant. Allez, le tour de Pierre. C'est un long championnat, donc on aurait pu s'imaginer est-ce qu'il devienne un peu ennuyant. Eh bien non, les pilotes réussissent à nous le garder très excitant. Et la seule chose que l'on redoute, Jacques, c'est un abandon, un 25-0 entre Hamilton et Verstappen. Mais il y a eu pas que les 25 c'est arrivé, mais ça s'est resserré après. Oui, mais là, ça s'est resserré très rapidement. On espère que cela va tenir. Pierre Gasly, 6e temps. Esteban Ocon, un instant, 8e. Verstappen qui aligne les secteurs maintenant à son tour dans le stadium, le virage le plus lent de ce circuit. Verstappen, il va nous claquer un temps là. Et cette sortie de stadium piégeuse, la réaccélération vers ce qui était un virage ultra dangereux à l'époque de la création de ce circuit. Magnifique. 18-2. Mansell avait doublé Berger par l'extérieur. La longue courbe ici avec très peu de dégagement, puisque juste derrière eh bien, se trouvent les rues du centre-ville. Et puis le premier circuit avait aussi une courbe identique au bout de la ligne droite. Et ça rentrait à fond, c'était vraiment un circuit incroyable. Le circuit. Hermanos Rodriguez, si senior. Docteur Helmut Marko qui lui croit à la possible pénalité à venir pour Lewis Hamilton. Il doute que le Britannique puisse aller jusqu'au bout de la saison avec le parc d'éléments, d'unités de puissance qui lui reste. Ça, c'est son envie à lui que son adversaire prenne des pénalités. Mais ce qui est surprenant, c'est que Mercedes semble avoir plus de problèmes avec les moteurs que Honda. Et ça, c'était quoi? Le deuxième tour, le tour suivant de... Et à nouveau, Hamilton et Raikkonen. Deuxième fois que l'un et l'autre se retrouvent à se gêner. Mais en même temps, Raikkonen commençait son tour vite aussi. Donc lui, c'est peut-être parti trop proche de lui. On se croirait à Monaco en Q1 là. On est pourtant sur un tracé un peu plus long. 4 km 3 ici, mais... c'est compliqué, Oh là, ça glisse aussi là pour Hamilton sur la gomme dure. C'est sa troisième tentative. Oui. Pérez, ça va être la bonne. Record dans le premier secteur, mais il y a un drapeau jaune très vite effacé. Il n'en sera pas victime, Lewis Hamilton. Il concède, ouais, là aussi c'est toujours limite. Mais tous les pilotes ont du mal à effectuer leur tour en ce moment. C'est stressant, on le sent. Grosse attaque par contre à la fin du tour pour Lewis Hamilton. Un peu de glisse à la réaccélération. Il lui manquait quasiment 3 dixièmes sur le meilleur temps. Il lui en manque encore plus au passage de la ligne. 5 dixièmes, presque 6. Pérez prend le deuxième temps. Les deux Red Bull aux deux premiers rangs. Un peu plus de 4 dixièmes, un peu moins d'une demi-seconde d'écart. On les voit faciles à piloter les deux Red Bull depuis ce matin. Normal, un circuit qui leur convient. Gros appui aérodynamique, des virages serrés. Ouais, Franck Montagny, est-ce que les Red Bull commenceraient pas un petit peu à lâcher la cavalerie et à se mettre dans le bain et dans l'ambiance du stadium notamment? Les Red Bull, alors j'ai pas les temps avec moi, j'ai juste ce grand écran derrière qui me montre la hiérarchie, mais ici en tous les cas les Red Bull, ce qui est sûr c'est qu'elles peuvent remettre le pied sur l'accélérateur. On va regarder avec la Williams, ici l'entrée déjà ça bloque assez souvent les roues, c'est un petit peu compliqué et on casse complètement le rythme gauche, il est complètement arrêté, il faut impérativement que la voiture pivote, mais lorsqu'elle pivote ça veut dire qu'elle a un gros train avant et derrière on voit souvent les pilotes être en manque de grip sur la traction, avec l'arrière qui pivote un petit peu comme ça, et notamment sur ce gauche-droite avec la transition, en fait la voiture se retrouve avec l'essai. On voit qu'Hamilton a beaucoup plus de mal ici à passer la puissance que ce que le fait Verstappen. Merci Franck pour cette analyse, à même la piste.
en bord de piste, comparaison des performances des uns et des autres. À l'avantage donc pour l'instant de Red Bull, Verstappen meilleur temps, presque 6 dixièmes de mieux qu'Hamilton à la 3e position. C'est Pierre Gasly qui est au 4e rang maintenant. Et bien justement, Pierre Gasly, on va entendre son patron d'ici quelques instants, Franz Tost. On va quand même laisser à Daniel Ricciardo le privilège de terminer ce tour et d'afficher un 7e chrono. Les McLaren pour l'instant devant les Ferrari, Leclerc en retrait. On attend Carlos Sainz pour l'instant seulement 13e. Pierre Gasly, pardon, disais-je. Son patron Franz Tost et bien dresse avec nous un premier bilan. On n'est pas encore tout à fait à la fin de la saison. Voyons d'abord Valtteri Bottas, de nouveau un double blocage, court-circuitage. Alors ça y est, il est le premier à respecter le contournement de la quille qui est à sa droite et le retour en piste qui a été jugé le plus sûr par les commissaires. Il a respecté, il ne sera pas puni. Mais attention, là il est où? Là, il leur fait du mal. Là, le passage par le gazon, lorsque le pilote est en essai libre ou en qualification, pas de problème. Par contre, en course, il va pouvoir accélérer à fond dans le gazon et peut-être partir en tête à queue. Ouais, effectivement, ça peut amener à des pénalités. Alors qu'on suit Esteban Ocon ici, dans l'autre partie du circuit, autre stadium, un peu moins spectaculaire, mais qui rassemble beaucoup la foule aussi. On rappelle que Lewis Hamilton a pris tout à l'heure une pénalité, comme Kimi Raikkonen, pour ne pas avoir respecté ce retour en piste à la sortie du virage 3. Franz Tost, donc le patron de Pierre Gasly, qui dresse pour nous un bilan de la saison de Pierre Gasly jusqu'ici. Pierre is doing a fantastic job. Pierre fait un travail magnifique. From the very beginning of the season onwards. Depuis le début de la saison. He had a 3rd position in Baku when he was on the podium. He had many other races. Very, very good, very competitive. Très bonne course. Today he showed a really good Aujourd'hui déjà, il a montré un très bon niveau de performance en FP1. Je suis plus qu'heureux avec Pierre. Il continue d'améliorer ses performances. J'attends avec impatience l'année prochaine. J'espère bien sûr que la voiture marchera aussi bien que celle de cette année. Pierre a un très très beau futur devant lui, un futur plein de succès. Et ça y est Max, 17-9, c'est passé en dessous des 18. Oui, je pense aussi que Red Bull cache son jeu. On n'est pas loin, mais pas encore. Là, c'est presque un top 10. Oh, Lewis qui bloque encore. Pas tout à fait. Alors cette fois, Lewis Hamilton. Il a pris oui, il met du gaz dans l'herbe. Le trajectoire anti-cut. Oui, ils sont morts. Ils sont morts les pneus. À la façon de Valtteri Bottas un peu plus tôt. Regardez comme elles prennent la poussière aussi, ces monoplaces que l'on voit toujours rutilantes là. Elles ont l'air de sortir d'une spéciale du Dakar, tout simplement. Et hors trajectoire, on voit ici avec George Russell. Il s'est fait un tête à queue ou... Pourquoi est-il à toute petite ouais. Surtout à gauche, donc surprenant. George Russell au ralenti. Toi tu penses qu'il est dans la merde? Ah, la boîte de vitesse. La boîte de vitesse. Ouais, mais c'est revenu, donc peut-être un problème hydraulique. Ah, il reste en 5e, George Russell. Problème de boîte, ou en tout cas autour de la boîte. Si l'hydraulique ne fonctionne plus, eh bien il n'y a évidemment plus l'impulsion. Alors pourquoi vous avez diffusé la course du coup? Moi oui je vais le faire, pas eux du coup. Hein. Mais enfin oui, je le ferai comme ça en fait, live standing plus chat. Passer ses vitesses. Le plus retour de Max canal. Verstappen dans la voie des stands, Franck. Par contre attention Hamza, hein, la course est sur C8 en clair. Donc tu peux la regarder à la télé. C'est en clair, c'est le dernier Grand Prix en clair de la saison. On va laisser pivoter la voiture pour pouvoir avoir les pneus avant. Et sur les médiums, c'est absolument nickel aussi. On a l'impression que la piste a énormément changé. Ou alors, eux, ils ont trouvé un setup. Ouais, des pneus en bon état. Au même moment, on écoute la radio de Russell qui reste en 5e.
soit parce qu'il ne peut plus changer les rapports, ou soit par sécurité ne les passe plus. Ouais, mais là, la boîte n'est pas cassée, il n'y a pas de problème mécanique, les rapports sont bien pour l'instant, il ne les change pas. Hein. Oui, mais ça c'est souvent un problème hydraulique. Et donc attention. On rappelle également qu'on dissocie les boîtes de vitesse utilisées le vendredi de celles qui servent pour le samedi et le dimanche. Celle du vendredi ne rentre pas dans le quota. Il va s'autoriser à court-circuiter le stadium en cas de force majeure et rentrer en 5e dans la voie des stands. Là, on est très très bas régime. Hein. On l'autorise à rétrograder une fois qu'il est dans la voie des stands. Ou juste se mettre au point mort peut-être. Oui, se mettre au point mort. Parce qu'il a aussi la possibilité directement de désengager les rapports. J'imagine qu'il y a une fuite hydraulique et donc à chaque changement de rapport, à chaque action, il y avait une légère perte. Je pensais qu'il allait mieux attendre de rentrer dans la voie des stands. Et donc le rappel réglementaire, la boîte du vendredi ne rentre pas dans le quota. Les boîtes qui doivent tenir 6 grands prix consécutivement sont celles utilisées pour les samedis et dimanches. Et il semblerait qu'il ait perdu une pièce. George Russell. Ah oui, il y avait un des points de fixation du capot moteur qui n'a pas été attaché. Alors de là à ce que ça provoque ce problème. Il n'a pas l'air content, donc je pense qu'il y a autre chose. Ils aiment soigner le travail. Et là, il y a autre chose de plus. Je pense qu'on nous montre deux actions qui ne doivent pas avoir de lien. Oui. En tout cas, problème, et ça va retarder empiéter grandement le temps de roulage de George Russell. Écoutons-le d'ailleurs, George Russell, le pilote britannique, futur pilote Mercedes aux côtés de Lewis Hamilton, qui eh bien s'attendait sur cette deuxième partie de saison à glaner quelques opportunités. I'm not too sure. I mean, last time we came here was 2019. Je ne sais pas, on verra. La dernière fois qu'on est venu ici, en 2019, elle était tellement loin du reste du peloton. Bien sûr, il y aura des opportunités pour tout le monde sur la grille, sur cette fin de saison. Il va falloir évidemment s'adapter au maximum aux situations. Et je pense que tout est possible sur cette fin de saison. Oui, c'est vrai que la fiabilité va être mise à rude épreuve. Les enchaînements ne sont pas simples. On le rappelle. Ouais, comme prévu en dessous de M18. On attaque ici au Mexique un triple enchaînement de course, le triple header. Mexique, Brésil, Qatar. L'arrivée du Qatar dans le calendrier de la Formule 1. L'arrivée de l'Arabie Saoudite. Ensuite, également, qui fait beaucoup parler pour différentes raisons. Notamment parce qu'ils sont très en retard là-bas sur la construction du circuit, mais les responsables de Liberty Media nous assurent que tout sera prêt à temps, évidemment. Ils ne vont pas paniquer maintenant, pas publiquement en tout cas, mais ils sont quand même très en retard. Ça va être difficile ces 3 grands prix d'affilée parce que le troisième, Qatar, c'est un sacré vol depuis le Brésil. Ah oui, là, l'enchaînement Brésil-Qatar va faire mal aux organismes. Le décalage horaire va lui aussi en prendre un sacré coup. Il va falloir l'encaisser, effectivement. Et il y aura un Grand Prix de plus l'année prochaine, le calendrier 2022 qui compte 23 rendez-vous. Certains Grands Prix attendent l'approbation de leur contrat, c'est notamment le cas d'Imola, de Barcelone, de Singapour ou de Suzuka. Un autre attend l'homologation de son circuit, c'est Miami. Alors, comparaison ici des courbes Verstappen-Pérez, la courbe violette, celle de Verstappen, la courbe verte, celle de Pérez, avec un peu plus de vitesse emmenée partout sur le virage numéro 10. Il rentre plus fort, il garde la vitesse, il accélère plus tôt. C'est rare. Hein. C'est plutôt rare, oui. Normalement, le pilote qui rentre plus fort perd la vitesse et sort moins vite, mais non, là, Verstappen, il a ce virage bien en main. Et ça lui offre 160 millièmes de mieux sur ce virage numéro 10 face à Sergio Pérez. Voilà comment, bien virage après virage, vous construisez un avantage, vous creusez un écart. Virage 10, virage rapide, début d'un enchaînement 10-11 rapide. Plus de confiance, semble-t-il, pour Max Verstappen. Oui, on le disait, Miami qui arrive avec une première version de son circuit. On sait que le maire de Miami espère à moyen terme déménager ce futur tracé qui n'existe pas encore ou qui est en pleine construction autour du Dolphin Stadium de Miami
vers le centre-ville, l'hypercentre. Certains disent que ce sera un tracé de parking de supermarché que nous découvrirons l'année prochaine. Et Michael Masi nous dit, eh bien, ne jugez pas avant d'avoir vu. Croyez-moi, de ce que Michael Masi a pu observer déjà, le circuit tracé autour de ce stadium, oui, sur le parking, sur les parkings autour du stadium, ne sera pas un circuit de parking. Vous verrez, vous serez impressionné. C'est ce que dit il y a de la place, il y a de la place pour faire un beau tracé. Le dessin a l'air pas mal, oui. Mais on a toujours du mal sur un dessin à imaginer à quel point sont serrés ou non les virages. Et souvent on a l'impression qu'un circuit est rapide, il est beau, il y a du rythme, et lorsqu'on le voit en vrai, c'est un tourniquet. Donc on va attendre. On va attendre le calendrier qui débutera le 20 mars à Bahreïn, qui sera suivi de l'Arabie Saoudite, de l'Australie, qui reste pourtant un peu incertain pour l'instant, le 10 avril. L'Émilie-Romagne et Imola accueilleront la 4e épreuve de la saison, avant donc le 8 mai, le Grand Prix de Miami. Et puis je vous en parlais en FP1, le Grand Prix de France, le rendez-vous à noter sur vos agendas les 22, 23 et 24 juillet prochains. Ça discute auprès de chez Williams, les responsables de la FIA. On voit Joe Bauer à gauche de l'écran. Valtteri Bottas qui a pris une petite balle perdue là, de, oui. de Toto Wolff. Oui, je n'ai pas compris celle-là parce qu'il a toujours protégé, mais là il dit oui, bon, de toute façon c'est... Alors on va expliquer voilà, la phrase qu'a prononcée Toto Wolff en disant Bottas ne sera jamais du niveau d'un Hamilton ou d'un Verstappen, mais chez Alpha ça fera l'affaire. Pas mal. C'est quand même mettre dur, un coup. Oui, c'est dur, c'est lourd et je ne sais pas s'il mesure le poids de ses paroles, mais parce que c'est son pilote en plus, Bottas, oui. C'est vraiment costaud. Bottas qui, après sa récente victoire, on s'en souvient, c'était au Grand Prix de Turquie, a dû se contenter le dernier week-end de course à Austin d'une 6e place. Et d'un record de dernier secteur. À l'instant, deuxième temps de Valtteri Bottas. L'écart 112 millième entre Verstappen et le Finlandais. Qui lui aussi, eh bien, voilà, vit ses derniers grands prix dans un top team. En tout cas pour l'instant, on ne sait jamais. Un rebond après Alfa Romeo. Alors Alfa Romeo, on va en parler d'ici quelques instants, mais regardez d'abord le fameux cooling dont on vous parle. Cooling, c'est le refroidissement. Vous voyez la taille des ouvertures. Elles semblent moins importantes chez Mercedes que chez Red Bull à droite de votre écran, mais elles sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus ouvertes. Ces carrosseries, Franck Montagny nous les montrait tout à l'heure en FP1. On aura l'occasion. On voit aussi le positionnement des différentes pièces à l'arrière, notamment des tuyaux d'échappement. Et c'est vrai que l'ouverture, elle est beaucoup plus importante. Le refroidissement, la clé aussi de la réussite ici, le compromis entre efficacité aérodynamique et refroidissement des monoplaces. Sous l'œil d'Adrien Newey, toujours près de ces monoplaces. Et puis cette sortie, c'est une sortie d'air chaud qui peut être, si elle est bien canalisée, qui peut aider la aérodynamique aussi. C'est vrai. Oui, on parlait d'Alfa Romeo, c'est la dernière écurie à ne pas avoir encore officialisé son deuxième pilote. On sait que Valtteri Bottas remplacera Tsunoda est nul. Hein. Mais qui aux côtés de Valtteri Bottas? Ils attendaient le rachat par Andretti. Non, j'aime pas de Tsunoda. Ils pas fait à la dernière minute. Voilà, après c'est personnel. La déception. Qu'est-ce qui c'est qui me parle sur Twitch? Non, ô combien prestigieux dans le sport auto. Écurie j'ai pas suivi avec Russell pour être honnête. Jeddah, la honte, c'est incroyable dans les Tesla, oui, effectivement. Salut Fat Faille au pseudo imprononçable. Signature et d'un rachat partiel voire total de l'équipe. Ça parlait de partiel, je crois pas que Andretti avait envie d'un rachat partiel. En tout cas, il voulait gérer l'équipe à l'américaine, c'est le but. Mais en même temps, c'est pas tout le monde qui est déçu parce qu'il y aurait eu pas mal de têtes qui seraient passées, même des membres haut placés dans l'écurie qui n'auraient pas été les bienvenus à continuer leur travail. Ouais. C'est ce que Michael Andretti a expliqué il y a quelques jours lors d'une conférence de presse, expliquant que lui, il voulait et racheter et manager, et que le management, qu'est-ce qu'il y avait personne pour accueillir Sébastien. Il s'est trompé de stand, tout simplement. Il s'est arrêté un stand trop tôt. Et il en rigole, il a raison.
Qu'est-ce qu'il a dit? Qui avait l'air si bien? Il est de bonne humeur en tout cas. Ça fait beaucoup rire en tout cas, mais il s'est trompé de stand. Ouais, parce qu'il ne regardait pas. Chez Red Bull. Ah bah ça lui rappelle des souvenirs. Ouais. C'est Red Bull ou McLaren? Non, c'était McLaren. McLaren, pardon. Ouais, il n'a jamais été pilote McLaren. Et donc c'est fini là pour Russell, déjà en jeans. Ah ouais, là il a compris que cette séance ne pourrait reprendre pour lui. Les 34 minutes restantes ne seront pas suffisantes pour réparer. Et c'est fini donc pour George Russell dans cette deuxième séance d'essai libre. Pierre Gasly avec un nouveau record de premier secteur. Il lui plaît bien ce premier secteur aux Français. Il semble regarder l'aileron, peut-être qu'il est un peu déchargé par rapport à d'autres monoplaces parce qu'il a une bonne vitesse de pointe, bien dans ce premier secteur. Pierre Gasly, troisième temps. Là, AlphaTauri tient aussi peut-être l'occasion ce week-end de se rapprocher d'Alpine au championnat. Nikita Mazepin dans l'enchaînement rapide. Ouh là, ça déborde. Et une McLaren est au départ, sortie de voie des stands avec vous, Franck. Et avec Lando Norris qui vient se placer, il met le neutral, il vient de passer la première. Minute pour minute. Plutôt un très bon départ pour Lando. Alors c'est un petit peu particulier parce que sa roue arrière était en plein sur la bande de peinture ici. On sait qu'on peut pas toujours voir ce qui se passe, mais ce qui va lui occasionner forcément un petit peu moins de grip, contrairement à tout à l'heure. Enfin, c'est son deuxième départ, hein. Il a fait déjà juste le tour d'avant, donc le pneu était bien chaud, il avait bien la procédure en tête. La procédure bien calée, la procédure bien exécutée également. Alors Hamilton une nouvelle fois cherche à créer l'espace à la sortie du stadium pour se lancer cette fois sur de la gomme neuve, de la gomme tendre, mode qualif. Ça va être un vrai tour d'attaque. Il y a tout de même moins de poussière que ce matin et généralement ça se passe mieux au premier virage. 27-4, c'est le premier secteur record de Pierre Gasly à aller chercher éventuellement. Alors il est en avance sur le chrono de Verstappen qui est le chrono total référence, mais pas le secteur de Gasly. Et au même moment, une Aston Martin est au départ avec vous, Franck. Non pas de Stroll, mais de Vettel qui était là, qui a pris beaucoup de temps en fait. Il a placé sa main gauche, sa main droite sur le dessus du volant, un petit peu comme Hamilton le fait, pour caler les freins. Donc je pense qu'ils ont été inspirés un petit peu par Mercedes chez Aston Martin, mais on l'a vu placer tout de suite sa main droite au-dessus pour essayer de bien caler comme il faut l'embrayage, donc forcément de poser le pied sur le frein. Et si l'on en croit votre chasuble, il y a pas mal de vent à s'être levé, c'est peut-être un bon signe pour dégager la poussière? Il n'y a pas beaucoup de vent. Il y en a un petit peu plus que ce matin, mais pas tant que ça, pas suffisamment en tous les cas pour nettoyer de piste. Bon, et bien le travail de nettoyage va continuer. Le travail de nettoyage du chrono, c'est Verstappen qui le fait en ce moment. Lui aussi avec sa gomme rouge. Et pas de main morte, hein. Une belle demi-seconde. La demi-seconde pleine et entière face au temps de Lewis Hamilton. Une 17.301. Et on a vu que Lewis Hamilton était à l'attaque en glisse dans le dernier secteur. Ce n'était pas un tour d'économie. L'un et l'autre se sont donnés, mais on voit les secteurs qui coûtent le plus à Hamilton, le deuxième et le troisième. Et le tarif est quasiment le même, hein, 2 dixièmes et demi, plus de 2 dixièmes et demi dans chacun des secteurs 2 et 3. Il est un peu plus rapide sur la longue ligne droite de départ, ce qui lui permet de sortir du premier secteur avec 34 millièmes d'avance. Mais ça ne suffit pas pour l'instant dans cette configuration à ce moment du week-end, à une demi-heure de la fin de cette seconde séance d'essai libre. Verstappen qui a repris la main assez fermement, on va le dire pour l'instant. 5 dixièmes sur Hamilton, 7,5 quasiment sur Bottas. Pérez
dont on attend le chrono à son tour en gomme rouge, mais il les a déjà chaussés, donc je me demande si le 9 dixième de Pérez, c'est pas son meilleur tour vraiment sur la gomme rouge. Les tifosi sont à fond derrière Charles Leclerc. Il parlait italien, hein, il n'était pas mexicain. Non. Leclerc qui essaye là aussi de trouver son chemin, en tout cas de se frayer un chemin. Allez, on va suivre les derniers instants du tour de Charles Leclerc et on ira retrouver dans la voie des stands Franck Montagny. Et là aussi, la réaccélération en sortie de stadium, elle est difficile parce que la vitesse est très faible, très basse. Il y a quand même un nombre de virages important en sortie de stadium et c'est difficile. Dans la poussière, là aussi, hein, dès qu'il est un tout petit peu hors trajectoire, c'est un nuage de poussière qui s'évacue de sa voiture. Pour Charles Leclerc, le 6e temps et Franck Montagny pour George Russell, journée terminée. Ouais, complètement, journée terminée, la voiture est sur les tréteaux, on est en train tout simplement de travailler sur le train arrière de la voiture, on va démonter la boîte de vitesse. Et ce qui m'éclate, moi c'est quand même sur une Formule 1, regardez ce train avant au-dessus là, vous voyez l'amortisseur qui est en diagonale ici, en horizontal pardon. Imaginez bien que sur une voiture de course de tous les jours que vous utilisez pour aller au boulot ou quoi que ce soit, les amortisseurs ils sont juste énormes avec des ressorts tout autour. Et bien ça suffit pour une Formule 1, donc c'est juste dingue au niveau de l'ingénierie ce qui est capable de travailler. Et puis sur la droite vous avez aussi le baquet de George Russell, vous savez cet immense garçon très très grand, ben voilà dans quoi il se met, c'est ça qui le protège tout simplement des coups dans la voiture. Le trou en bas c'est pour pouvoir descendre un petit peu plus bas et pour poser les fesses sur la coque de la voiture, donc sur le carbone pour avoir de meilleures sensations. Et vous voyez qu'il n'y a pas grand chose, hein, juste un petit peu de super au niveau des lombaires pour être bien tenu et après ben, on y va. Est-ce qu'il moule Franck vraiment tout le corps à cet endroit? Est-ce que toutes les parties du corps doivent reposer comme il faut? Je suis pas sûr en tous les cas, parce que là franchement il y a beaucoup de pièces qui sont séparées, mais ce qui est sûr c'est que les épaules sont calées et que les fesses sont bien en bas, donc c'est déjà l'essentiel. Merci Franck et merci à Fred Enel également pour ces images qui vous accompagnent dans la voie des stands au plus près des monoplaces. Vous ne pouvez pas approcher plus ces bijoux de technologie. La fin du tour de Carlos Sainz. Le train arrière fonctionne bien, il est capable de mettre du gaz, d'accélérer fort à basse vitesse et l'arrière ne se dérobe pas. Et le 6e temps pour Sainz, c'était un joli dernier secteur. Le temps de Pérez important parce qu'ils ont concédé beaucoup du temps sur ses tours précédents en gomme rouge. C'est une 2e tentative sur sa gomme rouge, pas mal de sous-virages. Le train avant qui se dérobe dès qu'il braque ses roues. Il a toujours plus de difficultés avec les gommes les plus tendres. Abdel qui est déçu de Tsunoda. La chaîne Twitch c'est TibF1 tout simplement. Je vais te la filer dans YouTube. Habituel, hein. On tourne autour de l'écart classique. Même au dernier Grand Prix je crois qu'il s'était rappelé. Oui, il rame là. C'est encore un peu fluctuant. Oui, mais j'ai l'impression que aussi le jour de la qualif il se donne un peu plus. Donc s'il est déjà comme ça le vendredi, c'est plutôt un bon début. Et heureusement, il y a une belle différence entre Red Bull et Mercedes qui lui permet d'être. Il n'y a pas le HTTP, ça risque pas de marcher. Hamilton tenter de réduire l'écart, le faire fondre sur Max Verstappen. Il se relance. 2e tentative pour lui. Je la remets pour ceux qui l'ont pas du coup. 344 km/h. On parlera des records de vitesse avec vous, messieurs Jacques et Franck. Franck, pour l'instant, vous êtes. Il fait chaud. Exactement, regardez, il a le visage tout rouge, il a besoin d'air en fait pour être refroidi un petit peu, on en profite avant qu'il mette ces écrans là, mais clairement les pilotes souffrent, on le sait, on a 2200 mètres d'altitude, donc forcément ils sont préparés à ça, mais c'est plus dur ici qu'ailleurs. On a sur ces voitures là, vous l'avez déjà dit, hein, mais on est sur un circuit qui est typé ils sont plusieurs à être en 17 là, ça descend, je vois. Pas des chicanes, droite, gauche, assez lente d'ailleurs, une seule partie rapide qui passe absolument à fond, et ici pourtant on roule avec des ailerons complètement braqués, que ça soit à l'avant ou à l'arrière. On est tout simplement au max de ce que l'on peut faire sur une Formule 1. Verstappen là par contre 17.3 ça commence à parler. Et bien en fait ce qui appuie normalement quand on est au niveau de la mer à une je crois que la MS est vite. Et bien ici ça va appuyer presque à 25% de moins, donc 750 kg à peu près. Ça fait une grosse différence, même si c'est appuyé à fond. Ici les pilotes et les ingénieurs le disent, il n'y a pas de grip, ça glisse comme si on était sur de la glace. Eh oui, il faut accepter les conditions. Merci Franck pour toutes ces explications, ces détails. Accepter les conditions, accepter
l'aspect atypique de l'altitude. On sera aussi en altitude le week-end prochain au Brésil, un peu moins haut, hein, c'est un peu plus de 800 mètres, Interlagos, sur les hauteurs de Sao Paulo au Brésil. La différence, c'est que l'accélération est tout en montée à Sao Paulo, donc le moteur souffre. Lewis Hamilton n'a pas amélioré son deuxième tour parce qu'il a perdu du temps dans les 2 premiers secteurs. Il a amélioré son 3e secteur parce qu'on l'avait vu lors de son meilleur tour. Il était en glisse, il avait commis quelques erreurs, donc il devrait être capable d'effectuer un 17-6 et être à 3 dixièmes de Verstappen. On observera probablement tout à l'heure les meilleurs secteurs cumulés de chaque pilote, le tour idéal sur une séance de chaque pilote. On verra où cela positionne exactement Lewis Hamilton. Je vous propose juste après que Valtteri Bottas ait terminé ce tour, puisque c'est un tour en amélioration pour l'instant sur les 2 premiers secteurs. On écoutera d'ici quelques instants Carlos Sainz, pour l'instant 6e. Valtteri Bottas pour peut-être prendre l'avantage, oui, sur Perez et même sur Lewis Hamilton. Valtteri Bottas reprend la 2e place. 4 dixièmes, un peu plus de 4 dixièmes derrière Max Verstappen. Intouchable pour l'instant Max Verstappen. Et Carlos Sainz, je vous le disais, qui évoque avec nous l'importance de cet enchaînement de 3 grands prix dans cette lutte au titre, pas au titre, mais au championnat constructeur face à l'adversaire du moment chez Ferrari, à savoir McLaren. Écoutez Carlos Sainz. I think it's going to be an important one. Obviously, 3 consecutive races, it's important to keep up the good momentum that we've had. Il faut absolument continuer sur le bon rythme que nous avons en ce moment. On a trouvé bonne base de travail le dernier week-end avec les nouveaux éléments moteurs. Il faut continuer de travailler. Et maintenant, il faut qu'on se concentre sur ce week-end. Il pourrait être bon pour nous, à nous de le maximiser. Et voilà chez As une ambiance toute mexicaine dans le garage. Vous trouvez qu'il en manque d'ambiance? Entre les 2 pilotes, non, ça semble plutôt agréable. Je trouve que Günther Steiner a complètement disparu des radars. On avait lui à la radio, les shut-up pleuvaient, il avait même lancé, vous vous souvenez, cette jarre, ce vase à gros mots. À chaque fois qu'il disait un gros mot, il mettait $1 ou $10, je sais plus, je crois que c'est $1 quand même, dans la jarre à gros mots. Vous pensez que Mazepin l'a un peu écarté? Je sais pas, mais en tout cas, on a un Steiner particulièrement discret. Ah oui, il est là. D'accord, il est là. Il est là. Il a peut-être une extinction de la voix momentanée. Elle est longue cette extinction. On était près de la voiture de George Russell sur les tréteaux tout à l'heure. Et bien, celle de Daniel Ricciardo est également à peu près dans le même état, Franck. Oui, même moteur, même boîte de vitesse, on est chez Mercedes ici également, et vous voyez que Ricciardo, il est là, à côté, avec les écouteurs. Alors, d'un autre côté, on va pouvoir écouter tout ce qui se passe ici, sur la voiture de Russell qui vient de rentrer au stand, avec des pneumatiques, pour l'instant, qui ont l'air pas mal, mais beaucoup plus abîmés que ce qu'on a vu dans toutes les autres écuries jusqu'à présent. La bataille soit... Chez McLaren, ce week-end, en tous les cas, je pense pas que ça ira jusqu'à Abu Dhabi. Quelque chose me dit que le titre se jouera avant, et c'est Verstappen qui l'aura. C'est mal emmanché pour McLaren. Là, il est en train d'enfoncer le coup, là. 4 dixièmes, 5 dixièmes d'avance sur Hamilton, même. Daniel Ricciardo. Alors, c'est que des essais, hein, c'est sûr, mais là, bon... On tremble, hein, parce qu'évidemment, on observe. Je crois que ça s'annonce compliqué pour Mercedes, quand même. Perez 4ème, juste derrière les Mercedes, pour l'instant. N'oublions pas également Aston Martin. Si ça continue comme ça, je pense que ça ira un peu jusqu'à Abu Dhabi. La voiture qui tourne toute seule. Après, évidemment, il peut se passer des choses, mais... qui revient pas, je sais pas. Une intuition. Ou est-ce que c'est du frein moteur, des problèmes de frein moteur, de levée de pied, de récupération d'énergie qui met des coups de frein à main? En tout cas, Esteban Ocon fait état d'un problème similaire à Austin. Un problème déjà rencontré à Austin et semble-t-il pas résolu. La voiture tourne toute seule. Regardons s'il lâche le volant, voir ce qui se passe. Non, il tourne bien lui-même le volant. Et si là, pendant que le volant est braqué, il lâche les mains, est-ce que le volant revient droit? Ah. Bon, on va observer évidemment avec attention ce qui se passe chez lui. Il y a du réglage dans la voie des stands. C'est pas parce que Verstappen a le meilleur temps qu'il se repose. Au contraire, on continue de bosser sur les réglages, Franck.
Ben oui, exactement. On aurait pu se dire, bon, ok, on est bien placé, on est en avance, on a 4 dixièmes d'avance, on peut se calmer un petit peu. Ben non, on est encore en train de travailler. Alors, on est en train de fixer des petites cales sur cette suspension avant, ce qui permet de changer légèrement la géométrie de la voiture. Alors ça, en fait, ça vous permet d'avoir généralement un petit peu plus de travail dans le milieu du virage, ou tout simplement l'inverse, d'en enlever un petit peu pour alléger un petit peu le train arrière et lui permettre tout simplement d'avoir une meilleure traction. Ça dépend de ce qu'il a en trop. En fait, s'il a beaucoup de travail ou s'il manque de travail, on va lui rajouter du carreau. Si il en a un petit peu trop au détriment de l'arrière, on va lui en enlever un peu pour rebalancer la voiture. Et aller chercher le fameux fine-tuning, le réglage ultime, ce qui peut prendre la tête, hein, Jacques, parce que entre continuer de progresser ou partir dans la mauvaise direction alors qu'on semblait être dans la bonne, casse-tête. C'est compliqué parce qu'en plus il y a une grosse dégradation de gomme, donc le travail de réglage, lorsqu'on rentre dans les stands, on ressort. Il est aussi masqué par l'usure de cette gomme, la piste qui évolue énormément ici, donc un réglage qui ne fonctionnait pas ce matin peut-être fonctionnera à merveille demain. Et souvent en début de week-end des pilotes, des équipes vont faire un travail sur le réglage, arriver à un certain point et retourner sur le réglage du départ pour comparer, et c'est le réglage du départ qui fonctionne le mieux. On n'a pas l'impression de voir une énorme dégradation de gomme ce week-end. Les pilotes, même en version relais de course, restent à l'attaque. On ne voit pas une grosse surchauffe de la gomme. Un avant-goût des pneumatiques de l'an prochain peut-être, puisqu'il semble qu'à l'issue de tous les longues séances de tests menées sur les pneus 2022, qui auraient dû, avant Covid, être introduits dès cette année, eh bien, soit des pneus prometteurs, puisqu'il ne surchauffe pas. Il a été demandé par Pirelli à tous les pilotes qui ont participé à ces tests d'attaquer sans discontinuer, de ne pas relâcher sur des séquences de travail, bien sûr, pas tout le temps, mais il y a de grosses séquences qui ont été faites à fond, en permanence, et bien le pneu n'a pas surchauffé, les pneus n'ont pas surchauffé. Et c'est ce qui pourrait aider l'année prochaine pour avoir de belles courses, pour que les pilotes puissent se suivre et s'attaquer, plus que la nouvelle réglementation du châssis. Tout va contribuer, mais... Clairement, mais le plus gros problème actuel, c'est la surchauffe de la gomme. Une voiture qui en suit une autre, déjà l'air chaud de la voiture qui est devant chauffe la gomme, et en plus avec la perte aérodynamique elle glisse, la gomme surchauffe, et c'est un problème qui s'accentue. Alors si cette gomme est mieux contrôlée, ça permettra aux pilotes d'être plus agressifs. C'est ce qu'on espère voir en 2022, bien évidemment. On vit le calme avant la tempête, peut-être, dans le garage Mercedes du côté d'Hamilton. Tout le monde se tient prêt, au calme, prêt à faire ressortir le Britannique, Franck. Oui, ce qui est vraiment dingue, c'est qu'ils sont en train de faire exactement les mêmes réglages, que ce soit chez Verstappen ou chez Hamilton. Regardez ici, c'est ça les cales de carrossage, c'est ça qui change un petit peu la géométrie de la voiture au niveau de la suspension avant. Vous voyez là où il y a le petit morceau métallisé, et bien un petit peu au-dessus, tout simplement, on va remettre ou enlever de ces cales-là. Alors je ne peux pas vous dire ce qu'on a fait ici, si on a mis ou si on a enlevé comme chez Verstappen, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils travaillent exactement sur les mêmes choses. Alors ces cales aussi de géométrie, ça permet aussi, comme les disait Jacques, de gérer et de maintenir une certaine température. Ça permet tout simplement d'essayer d'équilibrer un petit peu mieux la voiture en termes de température et en termes aussi d'équilibre de setup. Merci Franck. Au moment où on vit le dernier gros quart d'heure de cette séance, on voit la stratégie de Max Verstappen en 2019 sur ce tracé. Il s'était arrêté au 5e tour pour délaisser ses médiums et couvrir le reste de la course sur sa gomme dure. Et si je me souviens bien, les gommes souffrent un peu plus qu'aujourd'hui. Mais bon, ça fait un petit moment quand même. C'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. Les monoplaces ont changé, les règlements ont évolué. Et petite procédure de départ à venir pour le Néerlandais, qui va donc aller tester ce que Franck nous montrait il y a quelques instants, les changements de réglage sur les suspensions. Tout le malheur du monde dans le regard de George Russell, qui reste simple spectateur de cette séance. Problème autour de la de l'hydraulique pour c'est quoi ce délire là? Qui te dit quoi? Aux arrêts, et qui ne reprendra la piste que demain. Les AlphaTauri ont l'air d'être pas mal, ouais, effectivement. Ça n'a pas l'air mal pour AlphaTauri. Pour une fois, Tsunoda est pas trop mal.
pas entendu beaucoup de patinage. Là, ça y est, ça s'est un peu nettoyé et gommé à cet endroit. Ce qui ne sera pas le cas sur la grille de départ. Jacques, est-ce que vous voulez qu'on joue un petit peu? Bah, insulte-les, hein, si t'insultes. Je sais que vous êtes joueur. Vous savez qu'on est sur une piste de record. C'est incroyable de vitesse, ça quand même. Jacques. Parce que la faible densité de l'air permet aux vitesses de pointe, oui. Oui, je parle des vitesses de pointe, Jacques. C'est ici que le record de vitesse officiel d'une Formule 1 en week-end de Grand Prix a été établi. Souvenez-vous, qui et quand? Déjà, je vous ai donné l'endroit. C'était déjà avec les monoplaces, avec les pneus moins larges. Absolument, bien vu. La dernière année des pneus moins larges, donc 2016. On est peut-être à 3,60. Alors, qui déjà? Un pilote qui en ce moment... Non, mais un compatriote de Kimi Räikkönen. Un compatriote. Effectivement, s'il gagne pas, c'est le début de la fin, on va dire. Mais là, je vois pas comment il peut gagner avec une telle avance de Red Bull. Ah, sur la Williams, oui, c'est vrai. Oh, je l'avais oublié. À la régulière, ça me paraît impossible. Alors, moi, vraiment, qui travaille sur la condition de course, qui se démarque de Red Bull. Je dis pas la fin. Avec cette performance-là, mais oui, 372,5 km/h. Le 0,5, ça, j'aurais pas pensé. Tout compte. 372,5 km/h. Ça, c'est le record officiel de vitesse de pointe d'une monoplace en Grand Prix du Mexique 2016. Mais quelques semaines auparavant, le même Valtteri Bottas avait fait un record non officiel, officieux, mesuré par le GPS Williams, mais pas mesuré par le radar de la FIA, qui était placé un peu trop tôt avant le freinage sur la longue ligne droite. C'était à Bakou, en Azerbaïdjan, absolument, et il avait affiché la vitesse 374. Non, un peu plus. 18. 378 km/h. Ça, c'est le record officieux affiché par la Williams, un moteur Mercedes, la même année. Vous voulez d'autres records, Jacques? Oui, mais il n'était pas officiel. En essai libre à Monza avec BAR, on avait fait 382 et on avait enlevé l'élément supérieur de l'aileron. Alors maintenant, je quitte le cadre des week-ends de Grand Prix. Je vous emmène sur des longues pistes sablonneuses aux États-Unis. C'est autre chose. Mais je vous donne tous les records, Jacques. On est en train d'en parler. Alors qu'on suit également ce qui se passe sur la piste avec un Fernando Alonso qui a failli se faire piéger comme Nikita Mazepin, complètement désarçonné sur le vibreur. Ah oui, là il fait un petit peu surf. Mazepin avait coupé tout le virage. Oui, il s'est fait d'ailleurs réprimander en pleine séance par la direction de course qui vient de nous envoyer un petit document pour non-respect des consignes de la direction de course. Et donc en Californie, sur l'aéroport de Mojave, eh bien, une barre Honda justement aux mains de Alan van der Merwe, le pilote de la Medical Car, qui pour préparer un record officiel a atteint une vitesse hallucinante. Le record officiel sur le lac salé de Bonneville, donc on n'est plus dans le cadre d'un week-end de Grand Prix, Jacques Villeneuve, record officiel avec la BAR. Avec la BAR, 410. exactement. Non, moins de 400. En fait, il court après les subs. L'année de votre c'est-à-dire ils t'ont insulté parce que tu les as pas subés eux. 397,4 km/h. 387. Ça c'est le record. Bah donne des noms hein, comme ça. Homologué par la FIA d'une Formule 1. On les banne tous. Officiel, quoi. c'était en préparant ce fameux record dans le désert de Bonneville, sur le lac salé pardon de Bonneville, et 413 km/h. Ah oui, il y avait du vent 400 dans le dos, certainement. Ouais. Mais ça n'a pas été un record officiel, c'était un record de préparation sur... Ils ont été beaucoup moins vite avec le record officiel. On les emmerde au pire, hein, s'ils nous écoutent. Quand même 413, c'est beau. Alors vous allez me dire, il reste quasiment que les sacrés Verstappen a été en ligne droite, dernièrement. On n'a même plus l'impression d'aller vite, à part le vent sur le casque, c'est lorsque le virage s'approche ou un freinage. Oui, ou un animal. Ah, là c'est pas un animal, mais c'est la barrière qui s'est rapprochée. Non, marche arrière enclenchée pour Nicolas Latifi. Il va loin dans sa marche arrière. Il n'a pas touché. Mais elles n'ont pas un rayon de braquage important, les F1. Oui. Je suis sorti, mais ça va. Est-ce qu'il reste en piste et il repart. Bah oui. En fait, à Monza, pendant les essais, on n'était pas si loin que ça alors. Des records Je pense bien. Je pense bien. Il y avait un freinage. À un moment donné, il fallait penser à freiner quand même, oui. Là, sur des lignes droites de 3 km, notamment sur un aéroport, vous avez un peu plus de temps, un peu plus de marge pour voir venir. Voilà, c'était la petite page record de vitesse. Bravo, vous en connaissez des choses. Ah bah j'avais tout retenu de tête, bien sûr. L'encyclopédie. Et vous savez ce qu'on dit des records?
Ils sont là pour être battus. Parfait, Jacques. J'ai pas suivi non plus. Tout le monde me demande, je sais pas plus ce et il s'est mis en travers, comme ce matin, depuis qu'ils sont partis à la faute. Ils s'en foutent, Pierre. Ce vibreur relevé. Plus marquer de points, je pense, ce week-end. Touche plus le sol. Oui. Si vous allez nous chanter toutes vos phrases jusqu'à la fin du week-end. Latifi, putain, mais ouais, mais Latifi, 3 secondes 5. C'est énorme, l'écart. Mick Schumacher arrive à se démarquer un peu. Il est à 2 secondes 3 seulement. Par contre, les McLaren, encore une fois, ils sont dans les derniers. C'est inquiétant. Il a une coach de rêve à la maison. Oui, d'ailleurs, c'est un duo. Il pourrait faire un duo comme nous, Jacques. Je vous proposerai pour le Grand Prix de France d'ailleurs. La stratégie du week-end que l'on évoque tout de suite avec Christian. C'est inquiétant. It's a team sport, you know, he's doing a great job for the team. McLaren. I want to see both drivers up there scoring the maximum Sergio points. pour l'équipe et on veut inscrire le maximum de points pour l'équipe. You know, he's focused very much on the championship in both championships, and so Roller, Hamilton, t'as signé ton casque l'année dernière. exactly the same rules apply here as any of the Donc other on applique les races. mêmes règles ici que sur les autres courses. Eh oui, inscrire le maximum de points, que ce soit pour Pérez ou pour Max Verstappen. Encore une fois, le rôle de Sergio Pérez sera-t-il, parce qu'on fantasme sur la victoire d'un Mexicain au Mexique, mais encore faut-il qu'il soit en position de s'y trouver aux avant-postes devant ses petits concurrents. Il est pour l'instant 4e de ce classement. Avec la voiture qu'il a, oui, aller chercher Bottas, c'est possible. Pérez qui, dans le jeu stratégique en course, a parfaitement tenu sa position à Austin, hein, forçant... Oui, il a bien joué le jeu de l'équipe, ça lui a un peu gâché sa course, mais ça s'est terminé par un joli podium. Et en plus, il était épuisé sans sa gourde. Ah oui, déshydraté. Ah, il faisait chaud, il faisait vraiment chaud. Le soleil tapait et c'était un calvaire. Peu de chance de revoir Daniel Ricciardo en piste cet après-midi. Là aussi à la limite sur les vibreurs, mais elle a l'air de bien les encaisser, ces vibreurs. Mais même quand les roues ne touchent plus le sol. Ben oui, oui, oui. Là oui, elle glisse des 4 roues, c'est tenue, bien. Hein, ce qu'on appelle une monoplace tenue. Là où Alonso et Mazepin ont connu un peu de rodéo. Oui, pour ça, il avait le fond plat appuyé sur le vibreur, donc moins d'appui sur les gommes. Il a peut-être mis des ressorts sous le baquet pour ne pas se faire mal au dos. Là, ce sont les disques de la colonne vertébrale qui font office de ressort. Oui, mais c'est pas des ressorts qui reprennent leur position. Non, vous parlez en connaissance de cause, Jacques. Oui, oui. Après quelques années de F1, on a le dos un petit peu fatigué. Bah, mais au moins maintenant les F1 sont tout de même assez hautes par rapport aux... En Russie, lorsqu'il y avait circuité les virages 2 et 3, c'était de dire oui, je vais rendre les places juste derrière puisque j'en gagne plusieurs, mais au moins j'évite d'accrocher quelqu'un ou de me faire accrocher. Par défaut, ça va être Tsunoda du coup. Pas idiot, alors dans l'esprit du sport, c'est quand même pas extraordinaire, mais mine de rien, derrière, vous choisissez comment vous rendez les places. Aucune triche. Si on coupe le virage, il faut passer derrière les plots. Il l'avait fait. Donc je ne suis même pas sûr qu'il avait besoin de redonner position. C'est un peu... Ah si, parce qu'il y a une différence entre le chemin imposé et le fait d'être hors piste et d'avoir gagné du temps ou des positions. C'est évidemment Tsunoda. C'est écrit. Les deux autres peuvent pas rivaliser en tant que... peut-être le rendre un peu moins vite. Qui avec une voiture de merde. Il est vraiment mal dessiné. Mais le règlement est formel. Il veut 4 minutes dans cette séance. Qui nous octroie du temps ou des positions n'est pas autorisé. Mais déjà, d'avoir évité l'accrochage est un avantage. Aussi, c'est vrai. Et ça, c'est malin. Ça, c'est pas écrit dans le règlement. D'être malin? Ça devrait être en règle. Il est interdit d'être malin. Il est interdit de ne pas être malin. Qui fait le malin? Et tombe dans le... Voilà, dans le... Ravin. Tombe dans le ravin. Oui. Nerveuse là la voiture de Vettel, mais il est aussi en train de suivre une autre voiture. Et il se fait surprendre dans tous les S rapides. Et on sent que ça tape au sol, hein. On entend les rebonds du fond plat. Il passe très tôt les rapports pour éviter le patinage. Il évite bien de freiner sur le vibreur. Et aussi pour pas se faire désarçonner. Il semble compliqué ce dernier virage. Embêtant. Vous savez, le genre de virage où le pilote a toujours l'impression d'être à l'arrêt
Mais dès qu'il essaye d'attaquer... Mina avec ses arrêts au puits. Un virage relou. Oui, complètement. Voilà. Montagny. Il est comme ça, génial, et là... Oh, il est comme ça pour tout le monde. Oui. J'ai toujours bien aimé Montagny. La Red Bull. Je le trouve assez rigolo. Qui a parfaitement appliqué, me dit-on, sur les Carter pour appliquer au fond plat. Qui est Carter qui touche, remets-en une louche. Carter qui fuit, t'en as trop mis. Vous la connaissiez pas celle-là? Non. Mais c'est parce qu'il est Vous avez dormi longtemps sur celle-là? Pas assez la nuit dernière, visiblement. Il est 22h57. Voilà. Mais vous irez vous coucher ce soir Ah oui, avec la petite expression, avec le Carter, voilà. Bien huilé. Je ferai ce que vous voulez de Carter. Vous savez qu'il existe des Carter secs aussi dans le sport automobile. Ah, mais c'est moins agréable. C'est moins amusant. Bon, d'accord. 2 minutes 23 dans cette séance d'essai nocturne. Il fallait rester jusqu'au bout de cette séance sur Canal Plus décalé, où on retrouve, c'est très décalé ce soir, Fernando Alonso au 10e rang. La lutte se poursuit évidemment entre Alpine et Alpha Tauri. On regarde le classement, Pierre Gasly 6e, le meilleur représentant Alpha Tauri, Tsunoda 8e, ce qui veut dire que les deux Alpha Tauri sont mieux placés que la première des Alpines, celle de Fernando Alonso. On écoutera évidemment à l'issue de cette première journée dans les rendez-vous de demain les réactions des uns et des autres. Oui, Jacques. Pour Tsunoda, c'est un circuit qu'il ne connaissait pas. Généralement, il est en difficulté cette année sur les circuits qu'il ne connaissait pas. Il est jamais venu ici. Oui, non, absolument. Et il n'est qu'à 2 dixièmes de Pierre Gasly. En tout cas, il a trouvé rapidement comment. Ouais, bon, après avec le simulateur, voilà, ils l'apprennent vite le circuit. Les circuits à apprendre sans minimiser la performance qu'il est en train de réaliser, bien sûr. Il manque d'oxygène à 2200 mètres d'altitude, Charles Leclerc. C'est dur à la radio, on l'entend. Ouais. Hein. Et je souffre beaucoup avec les problèmes moteurs, dit-il. Ouais, Leclerc qui agonise littéralement dans ce Ferrari. Il respire pas, c'est ça. C'est pareil, c'est pareil. Ah, c'est un vrai couple, Leclerc et sa voiture. Il faut faire corps avec la voiture, eh oui. On fait des screens, KD, affiche-les, hein. Prends des screens, tu héberges sur internet, tu nous donnes les liens après, donc souvent, on regarde tous ensemble. Les extra-européens, les rendez-vous extra-européens, que ce soit Tsunoda, Mazepin ou Mick Schumacher, ils découvrent ces circuits. Et c'est le cas évidemment au Mexique. Ils les découvrent en partie parce qu'ils ont fait énormément de simulateurs et souvent même des pilotes qui en sont à leur premier tour sur un circuit. On a l'impression qu'ils y ont roulé pendant les dernières 10 années. Dernier tour de piste aujourd'hui à Mexico pour Max Verstappen, qui aura bien repris l'avantage après la première séance d'essai libre dominée par les Mercedes. Bottas et Hamilton deuxième et troisième, mais Verstappen se positionne, se montre, rappelle qu'il est le leader de ce championnat et qu'il compte bien le rester. Oui, et puis Adrien Newey qui est revenu au bon moment. Et depuis 2 Grands Prix déjà, après un accident de vélo qui avait été assez bien caché, mais qui avait été un lourd accident. Je me souviens que Fernando Alonso, avant la saison, avait connu un gros accident aussi. Il devra d'ailleurs se faire retirer des plaques en titane sur la mâchoire une fois la saison terminée, Fernando Alonso. Et Adrien Newey, de son côté, sont ces streamers, d'un accident de vélo assez lourd, semble-t-il, et a été tenu écarté des circuits à un moment à la fin de l'été. Bon, ça se termine. Cette séance, bon, énorme écart avec Verstappen et les Mercedes. C'est le vélo qui est un sport dangereux par rapport à la Formule 1. Dur. Sa première ligne très beau pour l'équipe allemande. Le drapeau à damier par la plupart des pilotes maintenant. Perez, bon, s'il améliore un peu ses réglages, je pense qu'il peut passer devant les 2 Mercedes aussi, hein, pour le coup. Il va pouvoir bien aider Verstappen, je pense. Derrière le volant. Là aussi, quand on laisse rien au hasard, il n'y a pas exactement le moulage des doigts, parce qu'il n'a pas des doigts carrés comme ça, mais bon, on se souvient de la difficulté pour George Russell de placer ses longs doigts sur les palettes d'embrayage de Lewis Hamilton. Il aura les siennes l'année prochaine. Bien sûr qu'il aura les siennes. D'ailleurs, vous savez qui était prêt
qui aurait été prêt à remplacer Lewis Hamilton. Son meilleur ami. Oui, vous l'avez vu ça? Oui. Mais il a bien dit, mais il a dit. Vas-y, envoie un message. Si j'avais été prêt physiquement, j'aurais téléphoné pour rouler. Ouais, il a été très très honnête, Nico Rosberg. Je te répondrai. En disant, on a senti qu'il aurait aimé être en capacité de proposer ses services. Ça lui manque un peu quand même. Hein. Voilà, et il a dit, j'aurais été ruiné physiquement au bout de 2 tours. Les bras seraient tombés au fond du baquet, la tête aussi. Oh, regardez les étincelles du pistolet qui vient chercher l'écrou. Là, très joli ralenti. Des diodes évidemment pour indiquer aux mécaniciens si la charge et la force de serrage, de couple de serrage est bien appliquée. Et donc voilà, c'est vrai. Nico Rosberg qui a dit non, j'aurais pas pu, je n'ai pas téléphoné, mais si j'avais eu le physique, j'aurais proposé mes services pour remplacer Lewis à Bahreïn. Mais il a tellement dit qu'il ne regrettait Nico, pas. Il était plus en forme là. Il avait plus les conditions physiques nécessaires. Oui, parce que ça aurait été une expérience exceptionnelle. Oui, pas. Mais il a aussi dit, et c'est aussi pour ça qu'il a arrêté la F1, que ce championnat 2016 lui avait trop coûté. Alors imaginez votre Grand Prix. Oui. Le pauvre. Ah, mais après, on câble le cerveau ou pas pour se mettre dans des conditions de résistance. Mais là, il n'avait plus envie de vivre cette expérience. C'était un calvaire pour lui d'aller gagner. gagner. Mais clairement, à la fin, ça a été très difficile à vivre. C'est triste de gagner un championnat de Formule 1 et de trouver que c'est un calvaire. Oui, mais ça coûte beaucoup. Il est champion du monde tout de même. La fin de cette journée, la fin, le calme revient, regardez sur Mexico, que l'on survole ici. Impressionnante image des infrastructures et le classement d'apparaître maintenant. Bon bref, on va s'arrêter là pour le stream du coup. Verstappen face aux 2 Mercedes de Valtteri Bottas. Et je vous dis à demain pour la suite des événements. Avec un avantage alors demain, ce sera quoi les horaires d'ailleurs? Une demi-seconde sur Lewis Hamilton. Ouais, je vais regarder ça. Perez à la 4e position s'est rapproché du peloton de tête. 4e, le Mexicain, une demi-seconde lui aussi. Carlos Sainz au-delà de la seconde à la 5e position au volant de la Ferrari. Il devance Pierre Gasly et Charles Leclerc. Yuki Tsunoda est 8e. Bah écoute, devant Sébastien Vettel hein. et Fernando Alonso. À la 11e position, on retrouve Kimi Raikkonen, les Alfa Romeo qui sont plutôt bien, puisque Antonio Giovinazzi est 13e, intercalé Lando Norris 12e, Esteban Ocon à la 14e position devant Daniel Ricciardo qui a connu beaucoup de problèmes dans cette séance. Alors du coup, les essais 3 de 18 à 19h et les qualifs de 21 à 22h. Et Russell qui lui non plus n'a pas pu beaucoup rouler. Problème des horaires un peu meilleurs qu'aujourd'hui pour le coup. Ok, bon, merci, allez, Julien, à demain du coup Jacques, pour la suite des événements. Je jouerai peut-être d'autres jeux aussi avant avant les essais. Ça on verra. Très bien passé pour Max Verstappen, ils ont trouvé les solutions. La piste a énormément évolué. C'est clair, on voit absolument pensez à vous abonner. Pensez à se B, hein. C'est important. L'évolution sur sa voiture. Vu qu'en ce moment il y a du scandale, il y a du drama. Allez, je vous laisse. Le meilleur entame de week-end, ça aurait été